ça vous est déjà arrivé de réaliser un projet collectif? Si oui, vous avez dû vous rendre compte que parfois, ça fonctionne, puis parfois, ça fonctionne juste pas. Puis je sais pas pour vous, mais dans les projets qui ont vécu des réussites, on a souvent l'impression que l'équipe derrière qui s'est investie, ils travaillent tous dans le même sens. Mais ce travail de collaboration, c'est pas si évident que ça. Comment fait-on pour aligner justement les efforts de tous et toutes? Plus encore, comment fait-on pour réunir les gens provenant de différentes organisations, donc ayant des intérêts différents, et de leur faire réaliser un projet commun? C'est les questions que l'on se pose aujourd'hui à notre émission. Je m'appelle Paul-Alexandre Morin, je suis étudiant en communication. Vous écoutez l'émission La communication vient en parlant. C'est le balado qui te fait mieux comprendre le rôle de la communication, et ça, une conversation à la fois. Avant de commencer, je vous invite à faire découvrir ce balado à de nouvelles personnes. Comment vous pouvez faire cela? C'est bien simple. Si vous nous écoutez à travers une application de podcast, laissez-nous une note ou un commentaire. C'est rapide et vous pouvez le faire en même temps que vous nous écoutez. Ça va nous permettre d'obtenir plus de visibilité. Aujourd'hui, on se penche sur les collaborations interorganisationnelles. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi devrait-on en faire? De manière concrète, une collaboration interorganisationnelle, ça peut prendre différentes formes. On peut penser à une table de concertation, les coalitions d'organisation ou encore une commission parlementaire. C'est finalement un processus, voire même une structure qui réunit différents acteurs provenant de différentes organisations qui vont interagir et négocier ensemble pour s'attaquer à certaines problématiques. Les collaborations interorganisationnelles sont de plus en plus populaires de nos jours parce que les défis contemporains que nous vivons, tels que les épidémies, les changements climatiques ou encore les inégalités sociales, sont des défis complexes possédant un caractère multisectoriel. Autrement dit, il s'agit de problèmes d'envergure qui ne peuvent être résolus par une seule organisation. Elles nécessitent au contraire une prise en charge d'une multitude de collaborateurs. Vous l'aurez compris, quand on fait des collaborations interorganisationnelles, on réunit donc des personnes provenant de milieux différents afin de pouvoir exploiter une diversité d'expertise et de développer des solutions qui peuvent répondre à ces problèmes complexes. Avouons-le, c'est aussi une façon pour entreprendre, voire légitimer certains changements dans la société. Néanmoins, le développement de tels mécanismes pour rassembler une multitude d'acteurs peut sembler un processus laborieux et exigeant. Et c'est pas garanti que ce rassemblement finisse par déboucher sur des résultats concluants. Alors, il est intéressant de se poser la question, quels sont les facteurs de réussite d'une telle démarche? La solution réside-t-elle dans la communication? Pour trouver des pistes de réponse à ces questions, aujourd'hui, on s'attarde au texte de Matthew Cushman de Communicative Constitution of Collective Identity in Inter-Organizational Collaboration, qui a été publié en 2013 dans la revue Management Communication Quarterly. Matthew Cushman, il est professeur à l'Université du Colorado à Boulder. Il se spécialise dans la communication organisationnelle et s'intéresse à la collaboration interorganisationnelle, mais plus particulièrement dans le secteur à but non lucratif et la société civile. Et ça tombe bien, son texte se penche sur le rôle de la communication dans la formation de l'identité collective dans justement ces collaborations interorganisationnelles. Autrement dit, quand plusieurs organisations se mettent ensemble pour réaliser un projet, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui les rassemble? L'article de Cushman fait état d'une étude de cas longitudinale, donc fait sur une longue période de temps. Et donc, il a étudié une collaboration se trouvant dans le sud-ouest des États-Unis et à laquelle il a donné le pseudonyme City Partner ou CP pour les intimes. Son étude de cas est particulièrement intéressante par le fait que son cas part d'un échec. En effet, il part de l'inaction de cette collaboration interorganisationnelle en soutenant qu'il y avait à ce moment-là un manque d'identité collective. La thèse de l'auteur est donc la suivante. La conceptualisation d'une identité collective est un élément qui permet d'induire l'organisation à l'action et permet de coordonner l'action des différentes parties prenantes. Et cette identité collective se construit bien évidemment par la communication, plus précisément par la construction d'un texte d'autorité, en anglais « authoritative text ». Mais là, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'un texte d'autorité? Quand on conçoit la communication comme étant constitutive, on comprend que l'émergence d'un texte d'autorité, c'est l'aboutissement d'un processus de co-orientation. OK, mais encore, d'après Kuhn, un texte d'autorité, ça coordonne la direction des actions en un sens, puis ça met au grand jour les relations d'autorité. Autrement dit, un texte d'autorité se définit par l'imposition d'une conception de sens qui devient dominant. Le texte d'autorité, c'est un élément partagé que le collectif respecte et qui lui permet de guider son action. Celui-ci sert donc à diriger les actions futures, puis ça permet également de s'identifier à une identité collective. Un texte d'autorité, c'est un concept large qui clarifie les rôles
et la responsabilité de chacun, puis ça permet de donner du sens à ce que fait l'organisation au-delà de sa mission puis de ses valeurs. Bon, je vais vous donner un exemple concret là, pour qu'on comprenne mieux. Un texte d'autorité qui aura su générer une identité collective et assurer le sens de l'action d'un groupe au Québec, c'est certainement le slogan « Maintenant ou jamais, maître chez nous ». Si vous êtes visuel, vous vous rappelez aussi l'affiche sur laquelle il y avait un point attrapant des éclairs. Ce slogan choc présenté dans le Manifeste libéral a été développé par l'équipe de Jean Lesage en 1962. Je pense que c'est un parfait exemple d'un texte d'autorité parce qu'à la lumière de l'histoire du Québec, on se rend compte que ce slogan, c'est vraiment emblématique d'une époque. Il aura su fédérer la nation québécoise et même la décrire. C'est l'emblème d'une époque d'empowerment que l'on nomme aujourd'hui la Révolution tranquille. Quand on parle justement d'un texte d'autorité qui guide l'action, bien le slogan « Maître chez vous » appelle justement au développement d'un projet sociétal qui était la nationalisation de l'électricité. Maître chez nous, c'est aussi le narratif de la quête nationaliste du Québec. C'est, à mon sens, un exemple intéressant d'un texte d'autorité qui aura su créer une identification collective et forger la nation québécoise. Sachez aussi que les textes ne prennent pas tous une forme si officielle, si historique. Les textes, là, ils peuvent s'incarner dans l'architecture des espaces de travail, les écrits, les récits, les métaphores organisationnelles, les outils de gestion. Un texte, là, c'est compris comme étant un élément qui réduit l'ambiguïté puis qui possède une certaine capacité à durer dans le temps. Quelque chose qui oriente et influence les actions de l'organisation. Tout ça pour dire que dans la pensée de Kochman, les textes servent à construire l'identité collective. Ils permettent de coordonner l'action, puis la communication, là, elle y tient une place vraiment fondamentale. Là, vous demandez peut-être, qu'est-ce que Kochman a fait dans son enquête? Concrètement. Alors, on va revenir un petit peu à, justement, son étude de City Partner. Mais lui, il a réalisé de l'observation, collecté divers documents, fait des entrevues, puis ça s'est échelonné sur une période de 10 mois. L'analyse de ces données, ça lui a permis d'identifier 3 moments marquants au sein de cette collaboration interorganisationnelle. Au départ, il va décrire la situation de CP comme vivant un moment de transition, de tension, même d'inaction. Le premier moment décrit par Kochman, c'est un moment où les membres de CP font face à une certaine crise identitaire. Puis ça s'explique par le fait que Steve, qui était le directeur exécutif, il a décidé de prendre sa retraite. On le présente en disant qu'il incarnait l'identité de la collaboration. Puis face à son départ, il suscite plusieurs remises en question sur le rôle de CP puis de son action. Vous savez, souvent, on a ce genre de personne-là dans les organisations. C'est une personne leader qui soutient l'organisation à bout de bras puis donne vraiment une raison d'être au groupe. Mais l'affaire, c'est que quand ces personnes-là quittent, il y a une certaine manière un effondrement de sens parce que tout reposait sur elle et le mode de fonctionnement n'était pas forcément inscrit dans les façons de faire de l'organisation. Pour Kochman, cette période de quête identitaire puis de remise en question face au départ notamment de Steve, ça a amené CP à être inactif. Et ce qu'il remarque, c'est le fait que de ne pas avoir d'identité collective, ça génère de la confusion puis une certaine désorganisation de CP. Et le dernier point tournant de l'organisation, il s'est déroulé lors d'un lac à l'épaule. Vous savez, le genre de retraite stratégique des organisations. Et bien, lors d'une présentation de Juliana, celle qui a pris le poste de direction de Steve, elle a utilisé la métaphore du dashboard of a car, donc un tableau de bord d'une voiture. Puis, elle a comparé le rôle de CP au fait de devoir toujours regarder ce tableau de bord. Puis la métaphore a été finalement reprise de toutes sortes de façons dans les différentes rencontres. L'image a été utilisée pour dire qu'il fallait s'assurer que la tank était toujours pleine, qu'il fallait regarder les aiguilles qui bougent, qu'il ne fallait pas être sur le cruise control. Bref, la métaphore a fait du chemin au sein de l'équipe de CP et a finalement été réappropriée par ses membres. Ce qui était au départ une simple métaphore, c'est devenu le titre du comité, puis ça a complètement orienté leur plan stratégique. Par ailleurs, il est intéressant de noter aussi que quand Kochman a demandé à l'équipe de CP d'où provenait l'idée du dashboard, il y avait plusieurs théories sur la manière dont l'idée s'est développée. Ainsi, c'est devenu de moins en moins l'idée de Juliana pour devenir de plus en plus une idée collective, un texte sans auteur. Bref, la métaphore du dashboard a vraiment permis de donner un sens à ce qu'ils étaient puis à leur donner une manière d'agir. Elle a émergé d'une communication et s'est formalisée à tel point que c'est devenu une façon de parler de l'entité qui est CP de renforcer son existence. En somme, le cas de City Partner nous montre bien que le développement d'un texte d'autorité, c'est essentiel dans la formation d'une identité collective. On comprend que sans ces textes d'autorité, les auteurs de l'organisation ont de la difficulté à faire sens de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font.
Toutefois, l'émergence d'une représentation collective, on parle de l'image de Community Dashboard comme texte d'autorité, ça leur a permis d'avoir une identité forte, une représentation de leurs fonctions, ainsi que de mieux orienter les actions des différentes parties prenantes impliquées dans CP. Des éléments clés pour préserver leur collaboration interorganisationnelle. Mais là, quelle est la part de ce texte? L'article montre que l'identité collective ne devrait pas forcément être comprise comme étant quelque chose de stable, d'immuable. Il faut au contraire la comprendre comme étant quelque chose qui se forme, se reforme, se renégocie dans l'acte de communication. Enfin, au niveau pratique, il est clair que l'article montre que le développement d'une identité collective, ça a permis à l'équipe de CP de se concevoir comme quelque chose qui n'est pas abstrait ou distant. Pour en discuter également de ce texte, je vous présente mon invité de cette émission. Il s'agit de Sophie Delphart. Aujourd'hui, à l'émission, j'ai le plaisir de vous présenter Sophie Delphart, qui est professeure-chercheur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle souhaite faire de son métier un espace d'engagement pour une transition sociale et écologique, décoloniale et féministe. Ses recherches portent sur les mouvements sociaux et les alternatives en résistance au capitalisme néolibéral, patriarcal, et ce, avec une perspective communicationnelle. Et attention, elle se mobilise pour la mise en place du grand dialogue régional pour la transition, ainsi qu'à la coalition FIAR. Et je ne sais pas pour vous, mais je sais que c'est une personne aussi qui a à cœur l'éducation comme pratique de la liberté. Et à noter aussi pour ceux et celles qui nous écoutent que je me permets d'être un peu plus familier avec Sophie parce qu'on se connaît déjà, puis on voulait rendre ce moment un peu plus convivial. Alors, bienvenue Sophie. Merci Bohème de l'invitation. La question en fait que j'avais envie de te poser, c'est j'ai envie de te demander si tu veux nous présenter un peu tes recherches puis la manière dont tu abordes les approches CCO plus dans ta vie à toi. Donc évidemment, moi je mobilise l'approche constitutive de la communication, mais je prends pas, comme je l'ai un peu expliqué tantôt, je prends pas tout de l'approche constitutive, ou alors plutôt je l'amène ailleurs, je dirais. Moi je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans cette approche-là, c'est la manière dont ça définit la communication. Donc vraiment le fait de voir la communication pas seulement comme un outil ou un média, mais bien comme une mise en commun des choses. Et quand on dit des choses, ça peut être des humains, mais aussi des non-humains, c'est-à-dire tout ce qui fait en fait le monde social, si on peut dire. Donc, dans cette idée de définir la communication, c'est vraiment l'idée de ne pas se limiter à l'outil, par exemple l'outil médiatique ou l'outil communicationnel, mais vraiment d'aller se focaliser finalement sur tout ce qui est en interaction. Et l'apport principal de cette approche, c'est de voir la communication comme faisant émerger le monde social, mais aussi le monde naturel, etc. Donc cette manière de voir la communication comme mise en relation, comme mise en émergence du monde, moi ça je la trouvais vraiment intéressante parce qu'elle permet de focaliser l'attention ailleurs. C'est vraiment déjà de partir de la prémisse que cette mise en relation du monde se fait aussi par et à travers le capitalisme néolibéral qui s'insère un peu partout en fait, malheureusement. Et ça permet de déneutraliser l'événement communicationnel qu'on va étudier. Donc ça, c'est un peu la manière dont moi, je me suis réapproprié l'approche CCO pour éviter d'en faire une approche en fait trop neutre, mais vraiment pour aller chercher aussi comment, d'une autre manière, ce système-là, capitaliste, néolibéral, se fait, mais aussi se défait par la communication. Donc encore une fois par la mise en relation des actrices et des acteurs qui interagissent. Donc je reprends quand même de CCO la méthode d'analyse, c'est-à-dire d'aller me focaliser sur ce qui est dit et fait, sur les pratiques. Donc ça peut être par exemple l'analyse d'une réunion ou d'un discours par exemple. Je vais te donner un exemple concret. Dans ma thèse, je me suis intéressée à des universités alternatives et notamment une université d'éducation populaire à Montréal. Et là, l'objectif, c'était vraiment d'aller comprendre justement qu'est-ce que ça voulait dire que de différer. Et par exemple, on voyait justement dans un des discours de cette université d'éducation populaire-là, vraiment
beaucoup de termes issus de l'anticapitalisme, beaucoup de citations, beaucoup vraiment un discours guerrier par rapport au capitalisme. On parlait de grands lasers qui allaient détruire le capitalisme. Donc c'est toute cette idée-là de discours qui est souvent répété. Mais malgré tout, il y avait dans le fonctionnement même de cette organisation alternative, il y avait aussi certains éléments qui étaient reproduits et qui créaient en fait une organisation un peu paradoxale, dans le sens où, voilà, par exemple, certes, on dit l'anticapitalisme était très fort, mais en attendant, il y avait quand même des fois la reproduction de certains traits capitalistes, par exemple, aller dans les bars et consommer. Donc là encore, il y avait cette idée de consommation. Mais quelle était la définition après de l'anticapitalisme? Donc toute cette complexité, en fait, quand on se dit d'être anti quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire et quelle est l'adéquation aussi entre les pratiques puis le discours? Mais toi, le fait d'avoir vu des incohérences justement dans la parole aux actes par rapport à ces organisations alternatives-là, ça t'empêche pas quand même de dire qu'elles font partie quand même un peu de la solution face aux organisations traditionnelles? Ah oui, bien sûr, ça c'est pas du tout. Je fais aucune critique de ces organismes. En terminant, ben, j'ai envie de te poser une question un peu existentielle que je pense pas qu'on va réussir à établir une réponse aujourd'hui. Mais à propos du changement social, une manière de lire l'article de Kochman, c'est de porter attention finalement sur la manière dont on crée une identité collective. Toi, qu'en penses-tu? Puis comment arrive-t-on au changement social? Comment on fait front commun? Oui, alors ça c'est une grosse question. Hein. Je suis pas non plus, j'ai pas de don d'ubiquité, donc je ne sais pas, enfin j'ai pas une réponse claire. Après, je peux te donner un peu des inspirations ou des choses qui m'animent. Donc évidemment, chose avant tout, je pense que vraiment encore une fois, l'identité collective c'est une sorte de chimère libérale. Donc vraiment cette volonté d'uniformiser un peu le monde à travers une identité qu'on partagerait toutes et tous. Au contraire, pour moi, le changement social, ça passerait par une prise de conscience généralisée déjà des luttes à mener, qui sont nombreuses, mais aussi des inégalités et une prise de conscience des conséquences néfastes multiples du capitalisme, en fait. Et finalement, au contraire de parler du changement social qui passerait par la construction d'une identité collective, mon inspiration, elle viendrait plutôt de ce que Hardt et Negri développent quand ils parlent de l'idée de multitude. Donc leur idée, c'est justement que la multitude, c'est cette masse d'individus, cette masse de singularité qui crée de la vie en commun. Et donc, pour moi, le changement social, il passerait vraiment par la reconnaissance de ces différentes singularités qui viennent avec leurs propres oppressions, leur propre histoire, et qui, en se réunissant, peuvent créer une vie commune différente. Donc c'est vraiment, Hardt et Negri, ils écrivent que la multitude est faite de singularités qui agissent en commun. Donc c'est vraiment cette idée-là de ne plus voir une identité collective, mais plutôt de prendre conscience que la multitude, elle est multicolore, elle est bigarrée, il y a des différences sociales, il y a des différences individuelles fortes. Et c'est en reconnaissant plutôt justement ces multiples singularités qu'une sorte de multitude, encore une fois multicolore, pourra émerger finalement. La portée de cette approche de la communication comme étant constitutive des organisations pour penser le changement social en fait, et peut-être comme moteur aussi du changement social, dans le sens si on considère en fait si on considère la manière dont les choses émergent, la manière dont les choses sont mises en relation, et si on change ces mises en relation finalement, là on va pouvoir provoquer du changement social. Donc c'est là que l'approche CCO, elle peut avoir une portée politique ou une portée de changement social dans sa manière même de définir la communication dans le fond, parce que si on voit la communication comme une mise en relation du monde, aujourd'hui, cette mise en relation du monde, elle est profondément capitaliste, donc c'est profondément néfaste et ça a des conséquences très néfastes sur les individus puis la société en général. Mais si on change cette mise en relation du monde, si on change nos rapports sociaux,
Là, ça peut changer en fait. Donc c'est là aussi, si on peut réfléchir l'approche CCO en ces termes plus politiques d'action en fait, et c'est ça les potentialités un peu plus d'action concrète et politique de la CCO, ça serait intéressant. Puis c'est une réflexion que j'engage d'autres personnes à faire avec moi dans le futur. Parce que c'est ça la théorie. Pour moi, la théorie, c'est très important qu'elle serve un propos politique, en tout cas qui mène vers un changement, en fait, un changement profond de nos sociétés. Ben, merci énormément, Sophie, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir de discuter avec toi. Puis par la suite, ben, je pense que si les gens ont envie de te suivre, ben, ils devraient s'inscrire à l'UQAC dans un de tes cours. Oui, c'est ça. Avec plaisir. Merci d'avoir été des nôtres pour ce balado. On espère que ce projet va susciter la discussion chez vous et vous amener à réfléchir autrement. N'hésitez pas à nous envoyer des questions, des suggestions de lecture et des sujets d'émission. Il nous fera plaisir de lire vos commentaires et appréciations. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, découvrez les autres émissions sur votre application d'écoute préférée. Et en terminant, je tiens à remercier l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices de ce projet et les diverses organisations partenaires qui soutiennent cette initiative. Merci à Roxane, Samir, Nicolas. Merci à l'Institut Nouveau Monde, au groupe de recherche sur la communication organisante, le groupe Jeunes en Action, l'Association facultaire étudiante de langue et communication de l'UQAM. Merci encore de votre support. Je m'appelle Paul-Alexandre Morin et n'oubliez pas que la communication vient en parlant, c'est le balado qui te fait mieux comprendre le rôle de la communication et ça, une conversation à la fois.